Et bonjour, lundi matin, c'est toujours le jour que les gens détestent parce que c'est la reprise du boulot. Moi j'aime bien parce que c'est la reprise des Éclectualités. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez vu dans la vidéo de dimanche, à la fin de la vidéo, je vous annonce une surprise en ce lundi matin. Alors attention, la voilà. Je vous présente Haïku. Haïku, nouveau venu, arrivé ce week-end. Je vous en parle un petit peu plus et ça va être l'éclectualité du jour. On va parler des Pionus. Donc je vous présente Haïku. C'est un Pionus. Les Pionus sont originaires d'Amérique du Sud et lui est un Pionus à tête blanche. Il est né au mois de novembre l'année dernière, donc il a une dizaine de mois et il est encore un petit peu farouche. Donc il est EAM, mais son ancienne propriétaire n'a pas réussi à l'apprivoiser. Donc c'est un petit bébé qui est habitué aux humains, mais qui n'en est pas très proche. Pour son arrivée, j'ai vraiment fait plein de modifications dans l'aménagement de la volière. J'ai mis des branches, j'ai changé toutes les gamelles de place, j'ai changé les étagères de place, j'ai changé les jouets de place. Au niveau du caractère, les Pionus sont de vrais petits clowns. Ils aiment bien jouer, se mettre à l'envers. Plutôt des jeux un peu sportifs, c'est pas trop des intellectuels. Mais par contre, ce sont des oiseaux qui sont vraiment agréables à vivre. En général, un Pionus, ça s'apprivoise assez facilement. Ils sont vite proches de l'homme. Mais aussi, ce sont des oiseaux qui sont beaucoup moins criards que leurs cousins, les Amazones, et beaucoup moins destructeurs. L'alimentaire de la Pionus est assez classique, graines germées, fruits et légumes. Un tout petit peu plus de fruits que d'autres oiseaux comme les cacatoès, car ils sont aussi arboricoles comme les éclectus. Ça veut dire qu'ils vivent dans les hauteurs des arbres. Ce ne sont pas des oiseaux qui descendent au sol, ou en tout cas pas dans le milieu naturel. Un peu comme les Amazones ou les éclectus, ils vont rester plutôt en hauteur. Alors que les cacatoès, eux, ou les gris du Gabon, se nourrissent parfois au sol, de manière plutôt même régulière. C'est pour ça que vous pouvez sans autre adapter deux régimes alimentaires en plaçant les gamelles à différents niveaux. Mardi matin, nous allons donc faire l'éclectualité du jour et comme hier, ça va être un petit peu une éclectualité différente car comme je vous ai dit hier, nous allons parler de la quarantaine. La quarantaine, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, et je pense que maintenant avec le Covid, tout le monde est à peu près au fait de ce qu'est une quarantaine. C'est une isolation pendant 40 jours en cas de maladie. Dans le cas de nos oiseaux, il est très important, surtout si on ne sait pas trop quelles étaient les conditions de vie de l'oiseau d'avant, de faire une quarantaine pour ne pas mettre en danger nos propres oiseaux. Lors de la quarantaine, l'oiseau arrivant doit être placé dans une cage à part et dans une pièce à part et ne doit avoir aucun contact, même indirect, avec les autres oiseaux. Ça veut dire que même si vous naviguez d'une pièce à l'autre, il vous faudra à chaque fois vous désinfecter les mains et si possible faire attention et changer même de vêtements. Même si certaines maladies ne sont transmissibles que par la salive de l'oiseau ou par ses fientes, d'autres maladies se transmettent dans l'air via la poussière que l'oiseau dégage de lui. Cette poussière se retrouvant sur vous, vous pouvez alors contaminer vos autres oiseaux. Même si votre oiseau paraît sain en apparence, quand vous allez le chercher, il n'est pas impossible qu'il soit un porteur sain, ça veut dire un porteur de maladie sans en avoir déclaré les symptômes. Lors de cette période de quarantaine aussi, il est important que l'oiseau voie un vétérinaire qui lui fasse les analyses nécessaires pour être sûr qu'il est en bonne santé. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de ne pas faire de quarantaine pour Haïku ? C'est assez simple, alors c'est un risque que je prends, mais c'est un risque modéré. Et je pense que le bénéfice de l'avoir mis tout de suite en volière vaut largement le risque. Haïku a tous ses tests vétérinaires de maladies négatifs. Donc il n'y a pas de maladie sous-jacente, pas de maladie du sang, pas de maladie du bec et des plumes. Et il a côtoyé un seul autre perroquet de toute sa vie qui lui aussi avait ses tests négatifs. J'ai estimé que les risques qu'il soit porteur d'une maladie étaient très faibles et que le préjudice de le laisser isolé pendant 40 jours était bien plus grave que le risque qu'il contamine mes oiseaux. Attention, c'est un choix personnel.
S'il devait arriver quoi que ce soit à mes oiseaux, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Donc moi, le conseil que je vous donne à vous, c'est de toujours faire une quarantaine. Si vous décidez autrement, c'est de votre responsabilité. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, encore une actualité différente, même si vous êtes majoritaire à préférer que je tire au sort les petits billets. On reprendra donc ce concept la semaine prochaine. Là, je vais juste terminer cette semaine-là de cette manière. Et puis, je m'autoriserai, si tout d'un coup j'ai envie de vous parler d'un sujet précis à un moment précis, de ne pas faire de tirage au sort et de vous en parler. Alors, l'histoire, en fait, c'est vraiment une belle victoire, on va dire ça comme ça. Il y a quelques semaines, un jeune garçon, de à peu près 13 ans, me contacte pour avoir des conseils sur son gris du Gabon. Et il y a un lien sympathique qui s'installe entre nous et j'ai tout d'un coup un vrai gros coup de cœur pour ce gris du Gabon, qui est adorable, mais qui avait peur de tout. Vraiment, quand il a dû juste lui remplacer son perchoir, il a mis 3 jours à aller oser toucher son nouveau perchoir et il n'ose toujours pas dormir dessus, il dort sur sa gamelle. Et bien sûr, il ne veut pas sortir de sa cage. Donc on a commencé un petit peu à mettre des choses en place depuis quelques semaines, que ce soit déjà niveau nourriture, ensuite niveau occupation, au niveau aussi de l'emplacement de la cage, on a fait pas mal de petits changements. Il y a quelques jours, la première victoire vraiment par rapport à la néophobie de cet oiseau, ça a été le passage des gens. Parce que quand il y avait quelqu'un qui passait devant sa cage, il était tout le temps en panique, à regarder qu'est-ce qui se passe. J'ai donc donné un conseil. C'est un conseil, je pense que tout le monde peut appliquer si vous avez comme ça des oiseaux un peu peureux ou toujours sur leur garde. C'est d'avertir. Gardez un mot. Là, par exemple, c'était le mot c'est je passe. C'est-à-dire que si vous comptez passer devant la cage de l'oiseau sans vous arrêter, sans l'embêter, sans rien faire avec lui, vous dites juste je passe et vous passez. Et faites en sorte que toute la famille fasse pareil. Comme ça, il comprendra qu'avec le je passe, il n'y a personne qui l'embête. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, les gens vont aller tout droit. Donc, dans la même journée, ce jeune homme me réécrit en me disant ça a marché, maintenant je dis je passe et je peux passer sans qu'il panique, sans qu'il ait peur parce qu'il comprend qu'on ne va pas l'embêter. Le perroquet aime que vous soyez prévisible, il aime savoir ce que vous allez faire. Essayez toujours d'avoir comme ça un petit mot à associer à une de vos actions pour avertir le perroquet de ce que vous comptez faire. Maintenant, le grand défi avec ce gris du Gabon ça aurait été de le faire sortir de sa cage. Un peu compliqué parce que monsieur, même la porte ouverte, ne voulait pas sortir. Donc j'ai suggéré de créer une sorte de petit pont-levis parce que la porte de la cage, si vous voulez, c'est pas une cage qui s'ouvrait comme ça. La porte de la cage, elle s'ouvrait comme ça. Puis elle allait vraiment tout en bas. Et donc j'ai suggéré d'acheter des petites chaînettes et puis de faire comme une sorte de pont-levis pour maintenir la porte à plat. Et il a mis des friandises en fait sur la porte. On a commencé par les cacahuètes parce qu'on pensait que ça aurait marché. 2 jours, à part jouer avec les chaînettes en restant dans sa cage, il ne voulait pas sortir. Donc au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de choisir une autre friandise. Il affectionne tout particulièrement le maïs. Alors on lui a mis un petit morceau de maïs sur sa porte. Et là, en quelques minutes, il est sorti, il s'est posé sur sa porte, il a mangé le maïs, après il a tenté de le ramener à l'intérieur de la cage mais il l'a fait tomber, il commence à vouloir regarder par terre comme s'il avait envie de descendre et là, son propriétaire, il a été le chercher, le morceau de maïs, avec le fameux mot « je passe ». Et l'oiseau l'a laissé faire, il n'a pas paniqué, il l'a regardé, il n'a pas eu peur et il a même pu lui donner son morceau de maïs dans sa main. Nous après on s'était dit après il va rentrer dans sa cage et puis voilà, il faudra aller par étapes, doucement pour qu'il aille plus loin que juste d'être sur sa porte. Bon, on s'est bien trompé, parce que ce petit coquin a décidé enfin de monter sur sa cage. C'est toujours le même jour, là on est vraiment dans une continuité. Monter sur sa cage, il a commencé à regarder par la fenêtre, à faire des petits cris. C'était génial, le gris chantait, dansait. Donc oui, il avait l'air un peu plus fatigué, il essayait de redescendre. Mais c'était un petit peu difficile, il y arrivait pas, il savait pas trop comment s'y prendre. Donc j'ai dit au garçon, mais tant que tu peux être là avec lui dans la pièce, laisse-le dehors, quand il voudra rentrer, il rentrera. Le moyen qu'on a trouvé pour le faire rentrer, c'est de remettre un petit bout de maïs à l'intérieur de la cage. Et voilà, donc franchement, pour un gris 100% néophobe qui n'était jamais sorti de sa cage, donc il a 1 année et demie, c'est encore un jeune,
Mais voilà, c'était assez impressionnant de voir toutes les phobies. Il avait peur de tout le temps. Et là, qu'il ait osé sortir de sa cage, franchement, on était très contents. Donc voilà, pour moi, je voulais juste vous raconter cette petite anecdote aujourd'hui en Intellectualité. Et j'aimerais remercier donc cette personne qui m'a fait confiance, qui a suivi à peu près à la lettre vraiment tout ce que je conseillais, et à chaque fois ça marchait, à chaque fois c'était des petites victoires pour arriver à cette grande victoire qui est là. Et ça m'a énormément touchée de voir cet oiseau dehors s'amuser sur le dessus de sa cage, mais surtout ça m'a beaucoup touché la réaction de ce jeune homme qui était vraiment tellement ému. On aurait dit, en tout cas sur les vidéos qu'il m'envoyait, qu'il riait et qu'il avait des pleurs en même temps tellement il était ému. C'est pour ça que j'aimerais vraiment aussi faire un message pour dire, mais soyez patient avec vos oiseaux. S'il n'a pas envie, laissez-le faire. L'obliger, ça ne va que renforcer sa méfiance envers vous. Ça va développer de la frustration et un jour il en aura marre et il va vous croquer. Ce n'est pas dans sa nature. Il faut le laisser aller à son rythme. Et quand il aura confiance en vous, parce que vous lui avez laissé aller à son rythme, parce que vous êtes prévisible, ça c'est très important, et bien vous pouvez voir que les progrès peuvent aller très vite. Bonjour, Éclectualité du jeudi. Ça va de nouveau être une petite éclectualité comme ça, en improvisation. Je vous ai promis, on recommence ce tirage au sort la semaine prochaine. Juste que vous soyez au courant. Hier, j'ai vraiment couru partout et j'ai eu un rendez-vous très important avec le directeur de la SPA à Lausanne pour pouvoir un petit peu discuter de projets communs. Donc ceux qui me suivent sur Facebook savent déjà un petit peu de quoi je parle. Je vous parlerai de ça bien plus en détail dans la prochaine Éclectualité. Puis j'ai dû aller aussi faire un petit aller-retour chez le vétérinaire pour un oiseau qui n'est pas le mien, mais j'en ai profité pour embarquer Prune et China pour aller chez le vétérinaire, pour déjà les faire pucer, mais aussi pour une petite manucure pour notre chère China et une petite coupe de bec pour notre chère Prune. Voilà la belle Prune qui avait son bec tellement long qu'elle avait de la peine à manger. Et ça c'est à cause de son alimentation avant qu'elle arrive chez moi. Et le beau China, lui son problème c'était les griffes, elles étaient trop longues. Les griffes trop longues, c'est souvent un problème de perchoir, un problème de position aussi. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir plein de perchoirs différents, de textures différentes et de tailles différentes. Par contre, la pousse excessive du bec, ça c'est vraiment un problème d'alimentation. Le souci de Prune et de China, c'est qu'ils ont été très mal nourris chez leur ancien éleveur. Très peu de fruits, quasiment que des graines sèches. Ça a fait un problème au foie. Après, il peut y avoir des maladies congénitales qui fassent que le bec pousse et n'est jamais assez usé. Ça peut aussi être un problème de branchage à gruger ou autre. Mais chez moi, c'est pas ce souci-là. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en très bonne santé. Pas de soucis pulmonaires ou autres, pas de surpoids. Juste un petit souci de foie pour Prune, mais ça va prendre son temps à force de légumes et de fruits à se détoxifier tout seul. Bonjour à tous. Dernière Éclectualité de la semaine et ça y est, je vais enfin vous parler de ce fameux projet. J'en aurais mis le temps, mais voilà. C'est enfin arrivé. La plupart d'entre vous le savent, depuis à peu près maintenant une année, je suis une formation auprès de Joanne Vaillancourt en tant que comportementaliste aviaire pour avoir mon diplôme. Et je vais le mettre à profit. Avec une autre élève de Joanne Vaillancourt, aussi de Suisse, nous avons donc décidé de nous associer avec un troisième luron, si on peut dire ça comme ça. Et nous avons créé notre association. L'association s'appelle l'Académie des Perroquets. Vous pouvez me trouver sur Facebook, nous avons une page dédiée à ça. Et nous allons proposer plusieurs choses, notamment peut-être à terme un refuge. Dans les cours, vous trouverez bien sûr les cours obligatoires pour la détention de grands perroquets, mais aussi des cours juste pour les particuliers qui désirent en savoir plus sur leur espèce et comment mieux s'en occuper. Les ateliers, eux, ce sera des ateliers pratiques, on parlera communication, on travaillera avec des perroquets à comprendre leur communication, mais aussi il y aura des ateliers cuisine, des ateliers jouets et des ateliers aménagement.
Comme je le disais au début, à terme, l'association aimerait bien ouvrir un refuge. C'était dans ce cadre-là que nous avons été voir le directeur de la SPA qui malheureusement n'a pas la place pour pouvoir accueillir ce type d'infrastructure. Mais par contre, une collaboration va se faire très étroitement, notamment si tout se passe bien, il nous mettrait à disposition des locaux pour pouvoir donner les cours et pour pouvoir faire les ateliers. Donc voilà, l'Académie des Perroquets, ça y est, c'est né, on a signé il y a 15 jours, les choses se mettent en place. Enfin voilà, je voulais vous tenir au courant, vous dire que voilà, pour l'instant ce sera en Suisse, les cours se feront en présentiel, mais ça peut changer avec la suite. Donc voilà, si vous avez des questions sur cette association, vous n'hésitez pas, vous pouvez me les poser directement. Si vous avez aussi des questions sur toute autre chose, n'hésitez pas à les poser non plus. Et sinon, vous pouvez aller voir sur la page Facebook, vous tapez l'Académie des Perroquets et normalement vous devez nous trouver, c'est pas compliqué. Vous allez avoir aussi en ligne sur Facebook tous les statuts de l'association et un petit formulaire si ça vous intéresse de devenir membre. Voilà, c'est la fin de l'éclectualité de cette semaine. C'était un petit peu une éclectualité différente. On reprend le format la semaine prochaine. Donc si vous ne voulez pas louper les éclectualités au jour le jour, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Sinon, à dimanche prochain!